Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Bascule, l'émission qui se demande comment et pourquoi vous êtes devenus ce que vous êtes devenus. Je m'appelle Simon et je suis coach spécialisé en reconversion professionnelle et en entrepreneuriat. En gros, pour faire simple, je vous aide à avoir un travail au service de votre vie et non une vie au service d'un travail. Dans cet épisode, je reçois PB Poncelin, une personne qui adore manger du comté en regardant la mer, mais qui est aussi copywriter, et si vous ne savez pas ce que c'est, pas d'inquiétude, vous allez découvrir dans cet épisode. Mais d'ailleurs, c'est pas la seule chose que vous allez découvrir. Vous apprendrez comment on peut passer du métier de comédien tout en enchaînant les petits boulots, pour avoir de quoi vivre, jusqu'à la découverte du marketing pour monter une agence de copywriting, le tout en utilisant des outils du métier de comédien. Et oui, vous verrez également comment entrer dans la tête des gens pour les connaître parfois mieux qu'ils ne se connaissent. Bref, je vous en dis pas plus et je vous laisse avec ma conversation. Bon épisode! Salut PB, merci d'avoir accepté mon invitation pour cette émission. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Yes, merci à toi déjà de me recevoir et de m'avoir invité. Ça fait toujours super plaisir d'avoir ce genre d'échange. Me présenter en quelques mots, je suis Pierre-Baptiste Poncelin, 29 ans en l'an de grâce 2022 et j'habite à Nice. Je suis très heureux dans la vie que j'ai aujourd'hui. J'aime bien commencer par ces choses-là parce que souvent, tu vois, on se définit par notre taf et compagnie, mais ça ne nous définit pas, tu vois. J'aime regarder la mer, manger du comté et énormément le copywriting et le marketing. Et du coup, c'est devenu mon métier. Ce qui fait que je suis copywriter, c'est-à-dire que pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un copywriter, c'est une personne qui écrit des textes de vente, techniquement. Et aujourd'hui, je forme et j'accompagne des copywriters et des entrepreneurs pour les aider eux-mêmes à cartonner, on va dire, grâce au copywriting. Ok, cool. Et j'imagine que des fois, tu manges du comté face à la mer tout en faisant du copywriting? Tous les jours. Ça, c'est trop bien. C'est trop bien. Et il me semble, du coup, dans ton parcours, que c'est assez récent que tu fais ce boulot-là. Peut-être pas de la manière dont tu te définis, mais que ce boulot est au service de ta vie depuis pas si longtemps. Et tu faisais quoi avant? Alors, avant on peut repartir jusqu'à ton enfance, si tu veux. Ok. Avant, je jouais beaucoup au Lego. Non, plus sérieusement, oui, c'est vrai que on regarde, c'est vrai que 3 ans, ça fait 3-4 ans, c'est vrai que c'est récent. Techniquement, à l'échelle d'une vie, moi j'ai l'impression que c'était une éternité et que l'ancienne vie était il y a une éternité aussi. Avant ça, de toute façon, j'avais été étudiant et c'était des études chiantes mais très intéressantes. Oui, on peut faire du chiant et du très intéressant en même temps. De lettres modernes appliquées, waouh, les souvenirs. Et moi, mon objectif dans la vie, c'était d'être comédien. Donc je travaillais, j'ai pas envie de dire que je travaillais dur pour ça parce que franchement je me bougeais pas énormément non plus, mais j'ai fait des petites choses dans ce sens-là pendant des années. À côté j'enchaînais les petits boulots parce qu'il fallait bien bouffer, tu vois, veilleur de nuit dans un hôtel, gestion comptable d'une société du bâtiment. À la fin j'ai fini au MK2 Bibliothèque à Paris qui est un cinéma à Paris et d'abord je déchirais les tickets, ensuite j'étais manager, ensuite je me suis cassé et j'en suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui. Ok. Ouais, c'est un sacré parcours au sens où il y a... Enfin, justement, on a l'impression, dit comme ça, qu'il n'y a pas de lien entre tout ce que tu as pu faire. Est-ce que toi, avec le recul, t'en vois un? Ouais, on peut trouver des liens. Alors, le côté veilleur de nuit dans un hôtel, il y en aura zéro, vraiment. C'est cool parce que ça t'apprend à te démerder tout seul. Quand tu gères un hôtel de 100 chambres et que tu as 100 personnes dedans qui parlent pas français ni anglais, tu t'éclates bien quand même. Mais non, ça n'a rien à voir. Par contre, le côté comédien, j'étais aussi je suis toujours en fait très très attiré par de plus en plus. Pendant des années, ça montait. Moi, je voulais être comédien, mais ce qui m'intéressait le plus, c'était l'histoire quelque part que j'allais vivre dedans, c'est-à-dire écrire des histoires, raconter des histoires. Ou le boulot de scénariste, pareil, je me disais ça c'est trop stylé, mais t'es scénariste, je veux dire, tu crèves la dalle en fait. Et ça, c'est le gros lien. Ça, c'est le gros lien. Et après, tu bosses au cinéma, donc tu vois des films tous les jours. Et ensuite, et dans le côté comédien, en fait, les process que j'ai appris en tant que comédien, je les utilise aujourd'hui dans le copywriting. Ok. Et comment, du coup, dans le fait de raconter une histoire?
Dans le fait de comprendre un personnage. En gros, tu as différentes méthodes dans le monde comédien. Tu vois, tu as la méthode qui est un truc hyper néfaste et hyper mauvais. Vas-y, je vais me foutre psychologiquement en danger dans tous les sens possibles et imaginables pour pouvoir performer dans mon rôle, si bien que quand tu sors de ton rôle, tu as besoin d'une grosse psychanalyse bien lourde. Okay. Et tu as une... Alors, je suis assez je sais plus le mot, mais contre ce truc-là. Ouais. Et même s'il y a respect pour ceux qui font ça, mais bon, derrière, si c'est pour être malheureux dans ta vie, c'est un peu dommage. Et tu as une autre méthode qui est davantage plus saine, entre guillemets, où tu agis, toi, selon des circonstances données. Tu vois, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de rôle. C'est voilà les circonstances qu'on te donne et comment toi, en fait, tu vas agir en tant que qui tu es selon des circonstances qu'on te donne. Et en fait, du coup, ce que tu vas faire, c'est étudier ton personnage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il sait au début de la scène. Ah, tiens, ça rappelle un petit peu le prospect. Qu'est-ce qu'il sait ton prospect avant d'acheter ton produit, par exemple. Qu'est-ce qui se passe pendant la scène, qu'est-ce que la personne sait. Donc là, pareil, que doit savoir en fait le prospect pour pouvoir ensuite aller de l'avant et quel est son besoin profond, quel besoin profond du personnage dans la scène, enfin quel est ton besoin profond dans la scène et quel est le besoin profond de ton prospect qui fait que derrière tu vas le faire basculer, quoi. C'est un peu comme ça que ça connecte. Ok, du coup, je vois. Ce qui fait que si il y a plus une méthode de dépersonnalisation où tu deviens vraiment quelqu'un d'autre. Du coup, si on applique ça par rapport à tes prospects, c'est comme si, admettons, tu vendais une aspirine qui lutte contre le mal de tête et que du coup, tu te crées un mal de tête juste pour savoir ce que tu ressens. Là où dans l'autre méthode que tu indiques, c'est plus une méthode plus de personnalisation au sens comment est-ce que moi je réagirais si j'avais mal à la tête et comment potentiellement mon prospect réagirait s'il a mal à la tête. C'est ça, c'est une partie de la réponse. Après, il y a d'autres enjeux qui sont que tu joues davantage aussi avec un partenaire et compagnie, mais bon, ça rentre pas forcément dans le cadre du copywriting. Mais c'est ça, ouais. T'as cette chose-là. Après, c'est aussi un truc qu'il faut apprendre à déconnecter quand tu fais du marketing et du copywriting, parce que c'était bien, tu vois, pour comprendre, c'est très très bien pour comprendre une personne, ce qu'elle peut vivre, pour vraiment émotionnellement être là et transmettre ça dans tes textes. Maintenant, il ne faut pas que tu imagines dans ta tête, encore une fois, justement, quand on fait ça dans le côté en tant que comédien, on va étudier un texte en fait. Tu vas étudier le texte, tu vas étudier les circonstances de la scène, tu vas étudier la pièce ou le film ou ce que tu veux pour savoir exactement ce qui se passe dans la tête, ce qui se passe dans ta tête en tant que toi, le personnage. Et c'est la même chose qu'on va faire en copywriting où on va étudier tout ce que nous disent les gens, ce qui va nous donner des circonstances données de notre situation, de nos frustrations, de nos désirs, etc., etc. Et à partir de là, on va pouvoir dérouler en fait selon ces circonstances données. Ok, compte tenu de toutes ces choses-là, comment je me sens, quoi. Tu te sens souvent très très mal et tu déroules, quoi. Ok, là c'est vachement intéressant du coup ces liens parce qu'on ne pense pas forcément faire le lien entre comédie et le métier de comédien et marketing. Et si on reprend un petit peu, du coup, j'essaie de reconnecter un petit peu à ton parcours, comment est-ce que, parce que dans ce que tu me dis, j'ai pas l'impression que le théâtre, c'est pas ton truc, mais du coup, comment tu as compris que c'était pas forcément vers ça que tu comptais aller, en tout cas pour le moment. Peut-être qu'à 50 ans, on verra la Comédie Française. Ouais, on verra bien. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que pendant 2 ans, j'ai suivi justement un stage de comédien vachement bien, pendant lequel vraiment j'ai pratiqué cette méthode. Et là, je me suis retrouvé entouré d'autres personnes à la fois qui voulaient devenir comédien, à la fois qui étaient comédiens et qui voulaient devenir meilleurs. Et ce que j'ai découvert, c'était que je faisais pas forcément le métier, en fait, me faisait pas vibrer tant que ça. J'ai discuté avec une très bonne pote à moi qui, elle, quand elle était sur scène, elle vibrait, tu vois. Elle se sentait vivante. Moi, quand j'étais sur scène, j'avais pas cette flamme, tu vois. Je pouvais m'amuser, je pouvais vivre ce truc, mais il n'y avait pas le flow comme je peux avoir un flow, par exemple, quand je vais faire de la copie, tu vois. Donc, il y a un truc qui me gênait un peu, où je me disais, putain, elle est vraiment passionnée, elle vit le truc, elle l'a à fond en elle. Et moi, à côté, c'est pas que ça me fait chier, mais ça me
Ça me transcende pas, quoi. Ok. Ça, c'était les premiers indices. Ensuite, je découvre qu'on peut gagner de l'argent sur Internet. Waouh! Et de fil en aiguille, moi, j'ai évolué aussi en tant que personne. Je me suis rendu compte de ce que je voulais, de ce que je voulais pas, de la vie que je voulais mener et de l'activité dont j'avais besoin pour ça. Et c'est ça aussi qui a fait petit à petit transitionner vers autre chose. Ok. Ouais, donc c'est cool parce que tu es passé vraiment de. Comment dire, tu as switché non, par rapport au type de vie que tu voulais. Et pas juste au moment de je fais quoi. C'est là où justement la plupart des personnes se posent la question qu'est-ce que je vais faire de ma vie, au lieu de ce que je suggère justement à mes clients de penser d'abord au type de vie qu'ils veulent pour construire le boulot sur mesure. Donc il y a eu du coup, si je comprends bien, il y a d'abord eu ce cheminement progressif, genre tiens c'est marrant, j'ai pas la fougue, un peu comme quand t'es je sais pas, presque quand t'as un date et que tu vois que ça matche pas vraiment. C'est un peu ça, ouais. Il y a un petit peu de ça, quoi. Il y a pas eu la bonne rencontre avec la profession. Ouais. Et est-ce que tu as connu un espèce de moment d'épiphanie, de bon sang, mais c'est bien sûr, c'est ça que je veux faire, ou ça a encore été progressif? Je pense que ça a été progressif et des petites épiphanies, en fait, où du coup, je quitte mon taf au cinéma. Je pars au Japon pendant un mois, je dis vas-y, me parlez plus, je me reconnecte un petit peu à mon moi de 15 ans qui était fan du Japon, de manga et tout, je reconnecte un peu avec tout ça et je reconnecte un peu toutes les parties de moi, tu vois, c'est vraiment des trucs que j'avais ignorés, que j'assumais plus, je me suis dit tiens, on va reconnecter un petit peu avec ça, on va voir ce qu'on veut. Moi, ça faisait des années que je me disais putain, ça me fait chier, j'habitais à Paris, j'étais là, putain, ça me fait chier d'habiter à Paris, j'en ai marre de cette ville de merde. Mais pour être comédien, il faut habiter à Paris, donc tu te coinces. Moi, je rêverais effectivement écrire des films, écrire des séries. Je rêverais aussi éventuellement de faire des pubs ou des bandes annonces. Ça, j'étais déjà fan du truc. Donc je me disais, ok, il y a toutes ces envies. Je quitte le truc. Je prends 6 mois du coup de vraiment où je bosse pas et où je chill. Dans ces 6 mois, moi, j'étais énormément dans le sport à ce moment-là. Je faisais beaucoup de sport. Et je motivais tout le monde autour de moi à faire du sport. Donc les gens m'ont dit pourquoi tu fais pas une chaîne YouTube en mode Thibaut InShape et compagnie. Je me dis vas-y, je vais pas faire le guignol non plus comme ça, mais ça me travaille. Je lance une chaîne YouTube, je découvre qu'effectivement tu peux faire une entreprise sur Internet, tu crées ton lead magnet, tu crées ton petit tunnel de vente, tu vends un petit programme. Je lance tout ça, je me rends compte que c'est vraiment pas ma passion non plus, la muscu, la nutrition, tu vois. Je connais les bases, mais après, quand il est question de creuser, c'est vraiment l'enfer. Et par contre, là, ce que je vois, c'est que faire les pages de vente, faire les emails, faire les contenus, ça m'éclatait vraiment beaucoup. Et là, j'entendais le mot copywriting, j'entendais qui revenait. Je me disais, dedans, il y a writing, ça a l'air stylé. Et de fil en aiguille, après, j'ai une discussion avec Stan Leloup de Marketing Mania, on discute, et je lui fais, ouais, c'est quoi un peu les tendances que tu vois sur les prochains mois? Il me dit le copywriting de fou. Donc je me dis ok, on va vraiment se pencher davantage sur le copywriting. Je regarde le truc et je fais putain. Et c'est là que tu as un peu l'épiphanie entre guillemets, que tu te dis mais c'est ça en fait, c'est trop bien et c'est vraiment ça qui me fait vibrer quoi. Et voilà, il y en a beaucoup qui se lancent dans le copywriting en se disant c'est cool, ça va faire de l'argent. C'est facile. Il y en a, ils disent même c'est la méthode de facilité. C'est tout sauf la méthode de facilité. C'est un métier créatif, entre guillemets, enfin, les métiers de marketing les plus durs qui soient. Métiers marketing, hein, attention, pas les métiers les plus durs qui soient. Ils croient que c'est la facilité. Mais en vrai, si quand tu fais ça, t'as pas un feu, t'as pas une passion, t'as pas un truc qui fait que tu pourrais en bouffer de 7h du mat jusqu'à minuit et continuer à te passionner du machin, c'est que c'est pas non plus la bonne activité pour toi, quoi. Ok. Et du coup, tu as trouvé, on va dire, la fougue qui te manquait quand tu as testé le métier de comédien. Enfin, testé. Ce fameux moment où justement tu n'avais pas ce feu créatif, cette fougue, cette. Je sais pas comment on pourrait l'appeler. Le mojo. C'est ça. Ouais. Il y a vraiment la passion qui s'est révélée, quoi. Et qu'est-ce qui te passionne dedans? Est-ce que c'est. Parce que moi, quand j'ai découvert le copywriting, pour mon business, c'était plus la capacité à écrire pour que les gens, enfin déjà pour être lu, et également pour inciter les gens à faire quelque chose plus que dire fais ça. Est-ce que c'est une forme de, ça te met en puissance, on dirait?
C'est-à-dire? Bah, tu vois, ça fait un peu comme les inconnus, il y a le bon et le mauvais chasseur, mais t'as le copywriter, le bon copywriter, on va dire, il écrit et puis il se crée un truc, une forme d'art, où le mauvais copywriter, enfin, mauvais entre guillemets, il y a juste la structure, mais il n'y a pas ce petit truc en plus. C'est une bonne question. Je ne sais pas si c'est un mauvais copywriter nécessairement, si celui qui suit juste la structure, puisque l'une des meilleures manières de faire du copywriting, tu vois, c'est vraiment suivre le process. Maintenant, il y a effectivement quelque chose dans la génération d'idées qui, je sais pas si, bon, ça tient pas de l'art, mais ça tient vraiment de la créativité, de te dire, ok, là, je vais choper un angle et je vais dérouler à partir de là, et ça va être l'éclate. Et je sais pas où on va avec cette phrase, mais est-ce que ça répond à la question? Ouais, bah, j'ai pas l'impression qu'il y a une bonne réponse, c'est plus pour toi savoir ce que tu ressens quand t'écris, parce que après j'imagine que ça matche ou pas avec le lecteur. J'ai l'impression que tu vois, tu peux connaître à fond, enfin c'est toi l'expert du coup, mais tu peux connaître à fond ton persona, tu peux écrire pour lui. Je pense qu'il y a quand même une forme de sensibilité qui fera que la personne va se reconnaître plus ou moins dans la copie. Oui, il y a de ça, tout dépend de ta cible. Et il y a un espèce de truc, en fait, c'est un peu un casse-tête, quoi. T'as les pièces d'un casse-tête, tu as toutes les informations, donc voilà, tu sais ça sur les désirs, tu sais ça sur les frustrations, et toi, à la fin, tu dois juste faire bouger ton casse-tête pour que, par exemple, c'est ton Rubik's Cube, tu le termines, en fait. Et tu peux tourner comme ça dans tous les sens, faire des tests et compagnie. Et un peu, tu as les deux options. C'est tu tournes ton Rubik's Cube dans tous les sens en faisant des tests, en voyant s'il se passe des trucs. S'il se passe des trucs, tu te dis super, j'ai un angle, j'ai un résultat. Mais il y a aussi ce jeu de. Donc, ça, c'est un peu les deux écoles. C'est aller vite, tester vite des angles et voir si ça fonctionne. Et tu as une autre école qui fait on va bien chercher l'angle et voir si c'est lequel va être le plus pertinent. Beaucoup de réflexion. Et c'est un peu ce moment quand tu as ton Rubik's Cube où c'est comme si, ça y est, tu avais compris le machin et limite, tu as la carte de toutes les actions que tu dois faire dans ta tête et ça déroule tout seul, tu vois. Et voilà. Ok. Ouais, il y a quand même un truc, on va dire, d'une forme comme si tu peux être habité par ce que tu fais. Ouais. Ok. Généralement, c'est à ça, du coup, que je le vois avec mes propres clients quand il y a vraiment l'étincelle qui s'allume dans leurs yeux en mode ah, c'est ça qu'il faut que je fasse. Voici ma vie. C'est ça. Ok. Non, c'est hyper intéressant. Parce que avec cette émission, je vois pas mal de boulots différents, du coup, de personnalités différentes. Mais elles ont toutes en commun ce moment-ci, genre le ici et maintenant. Où genre tu te poses plus de questions, tu fais juste, on va dire, ce que ta nature t'impose. Ouais. Ça paraît perché dit comme ça, mais c'est. Non, ça me parle. Mais il y a vraiment ce truc-ci, tu vois, il y avait un exemple où je parlais avec Jérémy Coleman, on parlait des gnous, au sens où le gnou... Pourquoi ça m'étonne pas? Parce que ce mot est drôle, je trouve. Et du coup, on expliquait que le gnou, il se pose pas la question est-ce que je suis vraiment un bon gnou ou quoi que ce soit. Non, il vit sa vie de gnou. Mon chat qui est occupé de rien branler, il vit sa vie de chat. Et l'humain qui trouve l'action qu'il doit faire, parce que c'est d'un point de vue philosophique, c'est comme ça qu'on existe. Là, on parle plus, peut-être que. Non, en lettres modernes, tu n'as pas dû étudier Heidegger. Je pense pas. Non, ça c'était au lycée. Ouais. L'espèce de ce qu'il appelle le Dasein, où c'est l'étang, c'est la manière dont l'être humain existe, sa manière d'être au monde. Et je pense qu'il y a vraiment ça à travers le travail. Mais je vais pas trop épiloguer là-dessus, sinon on va partir dans un cours de philo. Et ça, c'était ma vie d'avant. C'est plus trop le but maintenant, même s'il y a plein de philo dans mes contenus. Et je parle beaucoup trop. Du coup, où on était? Donc ouais, on a vu, t'as compris que c'était ton truc, la copie, avec cette espèce de moment indescriptible qui fait qu'on sait que c'est ça qu'on doit faire. Ça, pas forcément. L'espèce de feu créatif. Et il y a une question que j'aime bien poser aussi aux gens que j'interviewe, c'est dans ton enfance,
est-ce que tu as l'impression de réaliser des choses que tu faisais étant enfant maintenant? Ouais, de ouf. J'en parlais avec une pote ce week-end et il y a deux choses en fait. La première chose, c'est que quand j'étais enfant, je voyageais beaucoup, je prenais beaucoup l'avion. Et, euh, et quand tu vas dans des pays où tu as un gros décalage horaire et que tu reviens en France, tu te lèves à 5 heures du mat. Et le truc, c'est qu'à 5 heures du mat, tu sais pas quoi foutre. Donc, tu allumes la télé et qu'est-ce qu'il y a à la télé? Il y a téléachat. Donc, ça, c'est un premier truc, c'est que pendant peut-être 5 à 10 ans au total, en tout et pour tout, disons 8 pour couper la poire en deux. Je sais pas, 3-4 fois par an, je passais une semaine à me lever à 5 heures du mat et à mater de téléachat. Donc, ça frame un petit peu, ça crée un peu ton cerveau. T'as ton cerveau qui se développe et toi, tu bouffes des trucs de. Achète ce super aspirateur avant ce soir, minuit. Promotion exceptionnelle, 2 pour le prix d'un, mais attention, il faut appeler le numéro maintenant. Déjà, ça câble vraiment ton cerveau. Ça, c'est un premier truc. Donc, ça, j'en ai bouffé. Et je trouvais ça nul, mais c'était marrant. C'est hypnotique, c'est ça, il y a un vrai truc où. Et l'autre chose, et c'est de ça dont je parlais là avec cette pote, c'est que quand j'étais petit, moi, je passais énormément de temps à jouer au Lego. Du coup, on en a parlé vite fait tout à l'heure. Et sauf que c'était pas jouer des Lego à l'époque, alors qu'aujourd'hui, je construis encore des Lego, mais de manière beaucoup plus à titre méditatif, on va dire. Ton Lego, tu le montes et voilà, tu oublies tout, quoi. Ça c'est stylé. Mais à l'époque, quand j'étais petit, je construisais rien du tout. C'était pas le but, c'était j'avais les personnages et j'inventais des histoires tout le temps. Soit j'avais mes petits bonhommes, pas d'une marque quelconque, et j'inventais une histoire de zéro. J'avais mon héros, j'avais mon méchant, j'avais mon truc. Mais là, on était plus sur du scénario que sur du copywriting, malgré tout. Après, tu as les Lego Star Wars qui sont arrivés, et là, je t'ai fait les centaines de spin-off Star Wars possibles et imaginables dans ma tête. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, a beaucoup une influence aujourd'hui sur la capacité à raconter quelque chose et à divertir une audience, quoi. Ok. Ouais, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment le nœud, on va dire, en toi de raconter des histoires, quoi. Ouais. Alors que je suis pas un ouf du storytelling en copywriting, du tout. Il y a des gens bien meilleurs que moi. Mais il y avait ce truc-là qui était là. Ok. Et tu sens que c'est encore quelque chose qui te fait vibrer? Ouais. Tous les soirs encore pour m'endormir, je me fais des scénarios, quoi. Ok. Ah, c'est marrant, je fais la même chose. Ça fait depuis 16 ans que j'ai un espèce de jeu de rôle dans ma tête avant de dormir qui passe par plein de trucs, des portails, enfin des trucs très Heroic Fantasy. Trop bien. Mais du coup, donc, yes. Et est-ce que tu penses, avec le recul, que tu étais tenté par la comédie justement pour continuer de raconter des histoires? C'était un moyen pour toi de faire ça, ou pas du tout? Je pense pas, non. La comédie, c'était. Il y a différents trucs. C'est que. Un besoin profond d'attention, je pense, chez l'enfant Pierre Baptiste, qui était là, qui fait que j'essayais de capter l'attention constamment déjà quand j'étais pas sur scène. Et après, on me dit pourquoi tu fais pas du théâtre? Bon, bah vas-y, on va faire du théâtre. Et enfin, capter l'attention quand j'étais à l'aise parce que hyper timide, mais une fois que ça s'est dépassé, c'était parti. Et c'était plus ça. Ça venait de ce besoin d'attention. Ok. Je pense. Et tu penses que ça te frustre encore un peu? Est-ce qu'il pourrait être le moteur de créer des bonnes copies pour capter l'attention? Je sais pas. J'ai pas la réponse à ça. Je dirais pas. On va pas se mentir, j'apprécie toujours avoir de l'attention. Ça, c'est un truc, c'est pas déconstruit. Mais dans le cadre de la copie, non, c'est plus. Je
je sais pas, il y a quelque chose qui fait que ça stimule mon cerveau d'une manière où ça le stimule d'une manière que je kiffe, quoi. Ce qui est déjà bien. C'est peut-être même le principal. Il y a une question aussi que j'aime poser qui n'a rien à voir. Ce serait quoi pour toi une vie pleine de sens dans un monde apparemment absurde? Oh putain. Alors attends. Ce serait quoi une vie pleine de sens dans un monde apparemment absurde? Je dis apparemment parce que peut-être qu'il n'est pas absurde. Waouh, c'est une bonne question. Ce serait quoi une vie pleine de sens dans un monde potentiellement absurde? J'ai envie de te répondre un truc un peu, c'est la vie qui te correspond et compagnie, mais en même temps, ça me parle pas trop. Je pense qu'il n'y a pas de vie pleine de sens, en fait. C'est juste fais ta vie, tu vois. Il y a énormément ce truc, il y a énormément cette chose sur le marché de mission de vie et de choses comme ça. Moi, pour le coup, mission de vie et compagnie, j'y crois pas du tout. C'est vraiment de penser qu'on est spéciaux. Et non, on est 7 milliards sur Terre, on est une putain de grain de poussière à l'échelle de l'univers. On n'a pas de mission de vie, quoi. On existe, on est potentiellement un virus en plus. Techniquement, la manière dont on existe en tant qu'être humain, c'est tout du virus. Alors, je suis pas anti-être humain, tu vois. Au contraire. Mais c'est hyper prétentieux de croire qu'on a une mission de vie, je trouve. Et que du coup, le sens, non, il n'y a pas de sens. C'est prends ta part sur les 80 à 100 ans qui te sont accordés. Efforce-toi de faire les choses d'une manière que tu penses être la bonne. Et de toute façon, dans 40, 50, 80 ans, on n'entendra plus parler de toi, tu vois. Donc vis, en fait, tu vois. Comme le gnou, fais ton truc. Et te prends pas la tête parce que l'univers, il se prend pas la tête. Hein. Ah bah, je pense qu'il a surtout rien à foutre. Hein. C'est ça. Est-ce que ça te parle? Ouais, carrément. Enfin, après, pareil, j'attends pas une réponse prédéfinie, j'ai pas d'intuition sur ce que les gens pensent d'une vie pleine de sens, mais effectivement, je partage l'idée que la vie n'a pas forcément de sens. Je pense qu'on cherche à en donner un pour se rassurer en tant qu'humain. Parce qu'il y a vraiment une rupture dans nos cognitions avec la révolution cognitive dont parle justement, je crois que c'est Yuval Noah Harari dans son livre Sapiens, où il explique qu'il y a une espèce de révolution cognitive avec l'apparition de notre néocortex, ce qui fait qu'on a eu la capacité de se dire « Oh, qu'est-ce que je fous là ?» J'ai conscience que je suis dans le monde, j'ai conscience que je suis dans le monde. Merde, lui, il a l'air d'être mort alors qu'hier je lui parlais. Mince, ça peut m'arriver. Enfin bref, grosse panique. Et je pense qu'il y a une forme de déconnexion avec le monde dans lequel on est et que justement, l'effort qu'on peut faire, c'est essayer justement de se reconnaître. Ce qui n'est pas forcément une mission de vie, mais juste être capable de faire des trucs qu'on doit faire, qui seraient presque revenir à un rang presque plus proche des autres animaux. Non pas au sens de péjoratif, mais de la même manière que le gnou ne se pose pas la question de savoir s'il fait bien sa mission de gnou, l'être humain pourrait agir de telle sorte à ce que ça paraisse une évidence ce qu'il doit faire. Et pas juste forcément se poser la question de est-ce que c'est vraiment la bonne chose que je dois faire. Je dois être vraiment dans l'évidence. Je pense que c'est un idéal à atteindre, à mon avis, on pourra jamais être sûr de quoi que ce soit. Mais je pense que ça peut être ça, une vie pleine de sens, où tu trouves cette fougue, dire ouais, je suis sur le bon chemin là. Ça me parle, ouais. C'est plus ça, de la manière dont... Après, j'ai l'impression que dans chaque enregistrement d'épisode, ça j'étoffe de plus en plus. Ouais. Mais je pense que cette question est plus importante que la réponse qu'on peut lui apporter. C'est juste. C'est une très bonne remarque. C'est une très bonne remarque. Ouais. Comment t'imagines, toi, l'avenir du monde du travail?
avec tout ce qui est, je sais pas si tu as un avis dessus, avec tout ce qui est IA. J'ai vu qu'il y avait Antoine BM qui avait partagé le fait qu'il y a une intelligence artificielle qui t'aide à trouver des idées de contenu, par exemple. Ouais. Est-ce qu'il y a des IA qui peuvent écrire des copies? Ouais, il y a des IA, il y en a des plus en plus bonnes. Donc déjà, sur le monde du travail en général, il va dépendre du monde en général. Et ça, tu as deux options. Soit tout fout le camp, soit tout fout pas le camp. Tu vois. On est vraiment à la croisée des chemins. Maintenant, si je regarde par rapport au travail de copywriter et aux IA, ouais, les IA, elles vont totalement nous bouffer la gueule. Hein. Il faut vraiment pas se mentir. Les gens qui ont la prétention de croire qu'on va jamais se faire défoncer par une IA, et bah, je les invite vraiment à descendre d'un étage et à voir vraiment ce qu'on va se prendre comme rafale. Alors, on peut croire, après bon, on est sur un horizon de 10 à 20 ans, on peut croire que l'IA n'aura jamais la créativité humaine. C'est aussi super prétentieux parce que les trucs peuvent vraiment aller. Je veux dire, ils ont potentiellement une capacité de calcul qui peut être meilleure que la nôtre en fait. Donc, si on code la créativité, on code la créativité quoi. Il suffit juste qu'il y ait un mec pas trop con qui code la créativité. Et on est en PLS. Donc, ouais. Les IA vont beaucoup se développer, ça va potentiellement devenir un outil de travail aussi pour beaucoup de copywriters, et ce serait un très très bon outil de travail, et c'est pas mauvais d'utiliser une IA pour s'aider à créer de la copie, de la même manière que je sais pas, un boulanger pour faire du pain, il utilise de la levure, tu vois, ou El Malassa en fait. Et donc ça va d'abord être un outil de soutien, ça peut potentiellement à un moment nous remplacer. Mais là, c'est plus sur un horizon long terme parce qu'il y a vraiment énormément de choses à prendre en considération. Mais je suis persuadé qu'on va finir par y arriver. Et l'enjeu, du coup, ça va être de... Je ne sais pas quel va être l'enjeu. Sur un enjeu court terme, ça va être d'être justement, par exemple pour les copywriters, faire partie vraiment des meilleurs copywriters qui battent encore l'IA. Sur un horizon de 20 à 30 ans, si le monde continue d'exister tel qu'il existe, putain, c'est une bonne question. Là, j'ai pas d'idée. De toute façon, la consommation va changer dans tous les cas. Peut-être qu'on n'utilisera plus forcément l'écrit pour vendre. Peut-être qu'on vendra complètement d'une autre manière. Donc, en fait, c'est dur à dire parce que la consommation va changer dans tous les cas, quoi. Ok. Et du coup, dans ce que j'entends, c'est pas forcément un mal, au sens où tu as bien le recul nécessaire pour dire qu'en tant qu'être humain, on n'est pas irremplaçable, peut-être pour nos proches, tu vois, dans le cœur des gens, mais notre fonction, si on devait en avoir une, elle peut très bien être les déléguer, du coup, ce qu'on doit faire avec les IA. Et ce qui fait que, du coup, ça pourrait, enfin, si je suis un petit peu ton raisonnement, ça permettrait de faire le tri. Alors, je mets des guillemets, même si à l'audio, je vois pas comment je pourrais mimer ça. Mais entre ceux qui ont vraiment peut-être la fougue, le feu qui habite le copywriter et n'importe quel type de boulot, le boulanger, le boucher charcutier, etc. Et ceux qui font juste ça, mais qui sont peut-être pas forcément à la bonne place. C'est ça, potentiellement, puisque après, il y a un truc quand même où il y a des êtres humains qui captent des trucs, tu vois. Je sais pas si j'en fais partie, mais c'est peut-être la seule rare fibre qui peut battre potentiellement un jour l'IA, c'est un fonctionnement du cerveau qui va être tel que ok, ça génère des idées d'une manière et compagnie, et là effectivement il y a un truc qui va se faire, et après il y aura peut-être d'autres copywriters qui juste travailleront avec les IA pour faire des choses, tu vois. Mais encore une fois, tout ça, c'est ce qu'il faut retenir en fait davantage de ça, c'est quoi potentiellement les tafs qu'on fait aujourd'hui, dans 10 ou 20 ans, ils n'existent plus, et il va falloir faire la paix avec en fait. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui se mettent la pression en disant trouver mon positionnement, trouver ma niche, trouver le bon business pour moi. Oui, mais prends en considération que c'est fini l'époque où tu faisais le même taf pendant 70 ans. Et dis-toi juste que là, c'est vraiment pour les 10 prochaines années, parce que dans 10 ans, on rebat les cartes en fait, de toute façon, quoi.
Et t'entrerais du coup cette variable IA dans alors peut-être que je dis n'importe, mais dans un stade de sophistication de marché, encore plus du coup, qui serait peut-être encore plus personnalisé, une autre manière de vendre, une autre manière d'adresser nos offres. Potentiellement, ouais. Mais là, en fait, c'est comme les supports vont changer. Bon, il y aura toujours la psychologie humaine, il y aura toujours creuser les désirs, ces choses-là. Mais aujourd'hui, j'ai du mal à voir où est-ce qu'on va par rapport à ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on va de moins en moins demander d'efforts à l'être humain pour faire des choses, genre lire. Et manquerait plus que dans 20 ans, en fait, une information soit envoyée à ton cerveau en un quart de seconde. Tu as les informations d'une page de vente qui te sont envoyées au cerveau, et paf, tu passes à l'achat. Ou pire, limite, t'es tellement targeté que tu vas recevoir chez toi un truc que t'as pas encore commandé, mais que tu vas commander demain. Parce que voilà, on a tellement avancé sur ce que les gens veulent et compagnie, qu'en fait, la consommation va potentiellement limite devenir automatique, quoi. Ouais. Genre un peu Minority Report, au sens De où la tu consommation, vois, tu vois ce que les gens vont consommer avant même qu'ils le savent. Parce que du coup, tu connaîtrais leurs désirs avant même qu'ils en ont conscience. Ce qui est déjà une forme de boulot de copywriter, de savoir ce dont les gens ont besoin au-delà de ce qu'ils pensent. Exactement, ouais. Je serais curieux de voir ça. Et justement, où est-ce que tu t'imagines dans 10 ans? Si tu dis que le boulot que tu fais, c'est pour, on va dire, une dizaine d'années, est-ce que tu t'imagines faire... Enfin déjà, est-ce que tu aimerais bien faire ce que tu fais dans encore 10 ans? Ouais, c'est intéressant. J'ai pas le sentiment que je perdrais un jour la passion de cette chose-là. Ou peut-être qu'un jour j'en aurais marre, je me disais, vas-y, ça me saoule, je deviens le gourou du développement personnel et je pars dans les champs parce que le marketing, c'est trop un truc de capitaliste. Mais pour l'instant, c'est pas parti pour. Où est-ce que je me vois dans 10 ans? Est-ce que je vais continuer à faire le business, en tout cas au niveau du business que j'ai aujourd'hui? J'espère qu'il continuera de tourner. Maintenant, je vois pas le futur, mais j'espère beaucoup. Maintenant, est-ce que je me vois dans 10 ans? C'est continuer à créer des trucs, en fait. Il y a une intention quand même qui est dans ma vie. Appelons ça ma mission de vie. C'est de créer des trucs, de créer beaucoup de divertissements, utiliser le marketing pour ça. Et je sais que je serai toujours en train de faire ça si je suis toujours vivant. Mais c'est ça que je serai en train de faire. Je peux te dire ce que je serai en train de faire, je peux pas te dire où je serai, comment je le ferai et compagnie. Mais je serai en train de créer des choses à titre créatif entre guillemets. Mais voilà, ça peut être des livres, ça peut être des bandes annonces, ça peut être des films, ça peut être du marketing, ça peut être des choses. C'est quelque chose de consommable pour l'être humain qui va l'envoyer ailleurs, quoi. Ok. Donc ouais, il y a quand même ce noyau dur en toi de la créativité. Si on reprend vraiment le début de notre émission, quand tu parlais de créer des histoires avec des Lego, de créer des spin-offs de Star Wars avant même qu'ils aient peut-être eu lieu ou quoi que ce soit, il y a quand même une âme créative chez toi qui, peu importe où tu es, peu importe ce que tu fais, il y a cette créativité qui doit transcender ton être. Ouais. Okay. Ouais, exactement. Sinon, je me fais chier. Oui, je comprends. Je pense même que l'être humain est profondément créatif. Je pense qu'il y a peut-être la société qui fait que certaines personnes n'osent pas créer. Mais je pense que c'est ce qui fait notre humanité, c'est cette créativité. La société dans laquelle on est, elle n'est pas née de gens qui se sont fait chier. C'est des gens qui étaient frustrés, dans le bon sens du terme, et qui ont voulu créer en trouvant des solutions. Ouais. Peut-être même que l'agriculture est né comme ça, genre tiens, j'en ai marre d'aller toujours chasser, ça fait chier, on devrait avoir les animaux aussi. Non, une idée, si on construisait des barrières. C'est vrai. On arrive à la fin de cette émission, j'ai 3 petites questions, peut-être même 4. Okay. Si tu avais un livre à conseiller, ce serait lequel? Je sais pas si je change ou si je dis toujours le même.
Allez, on va changer pour une fois, vu qu'on est un peu sur une autre thématique. Un livre qui, moi, m'a passionné et que beaucoup de gens diront, mais c'est une hérésie ce qu'il raconte là-dedans, mais que j'ai vraiment kiffé. Ça s'appelle. Alors, je vais vérifier de pas faire une faute d'anglais, parce que ça s'appelle The Man Nobody Knows, je crois, mais c'est peut-être The Man Nobody Knew. Putain, je parle tellement mal anglais. Je vérifie ça sur mon écran. The Man Nobody Knows. Tac, tac, tac. Un truc obscur des années 20. Voilà, The Man Nobody Knows de Bruce Barton. Bruce Barton, qui est auteur et publicitaire américain. Pourquoi ça ne m'étonne pas. Qui, en gros, on a une super truc sur Google là. Barton présente Jésus comme le fondateur des entreprises modernes. Dans le but de rendre l'histoire chrétienne accessible aux hommes d'affaires de l'époque. Donc on est dans les années 20, ça s'adresse un peu à des entrepreneurs, et le gars va t'expliquer en quoi Jésus est un bête d'entrepreneur. Et je sais pas si tout est vrai, je sais pas comment vraiment quelles ont été les recherches qui ont été faites, puisqu'il prend des extraits de la Bible, il explique la chose. Vraiment, il oriente la lumière sur, tiens, voilà ce que tu peux retenir de ça en tant qu'entrepreneur, et je trouve ça super stylé. Ouais. J'avoue que c'est audacieux. Ouais. C'est d'un autre côté, Jésus il convertit. Exact. Il me semble, en fait, je dis ça, mais il me semble que c'était une de tes premières propositions de valeur, convertissez mieux que le Christ. Convertissez comme le Christ, ouais. Elle existe, elle est toujours sur le site Copywriter, elle n'a pas tardé à sauter, donc profitez-en tant qu'elle existe encore. Mais par contre, on m'a épinglé sur le fait qu'effectivement le Christ apparemment ne convertissait pas. Si tu regardes les faits techniquement, dans les faits, oui, mais je m'en bats les couilles. Donc voilà. Ouais. Ok, non, moi je retiens, ça m'intrigue aussi. Et si tu avais un conseil au toi d'il y a 10 ans, ce serait lequel ? C'est pas obligé d'avoir des diplômes pour faire ce que tu veux. Ou de faire faire ce que tu veux. Je trouve que c'est un bon conseil, dans la mesure où je constate qu'effectivement beaucoup de personnes font des études pour dire d'avoir un diplôme, pour dire d'avoir un boulot. Ouais. Alors que toi, j'ai un master recherche en philo. Je me suis éclaté, au sens où j'ai kiffé. Mais je me suis jamais dit je veux faire prof. Ouais. Je suis devenu prof par hasard. Juste pour l'anecdote, parce que c'est assez drôle. C'est qu'à la base, donc je sors de mes études, on est de philo, j'ai mon master, trop bien. Et je sais pas quoi faire de ma vie. Et je me dis, tiens, en attendant, je vais devenir surveillant dans les lycées. Ça peut être cool le temps que je cherche. Donc je candidate au rectorat. Et comme j'ai un master, il disait non, monsieur, vous n'allez pas être pion. Dans 15 jours, vous êtes prof. Ah ouais. Et du coup, je fais ok, d'accord, très bien, merci. Ok, où ça à Armentières, c'est pas très loin de chez moi. Et donc, au bout de 15 jours, j'arrive, j'ai 24 ans, je fais très jeune, les élèves me prennent pour un élève en prépa. Puis je me pose au bureau, ils font monsieur, vous êtes qui ? Je fais écoutez, je vais être votre prof pendant peut-être 1 an. C'est comme ça que je me suis retrouvé à enseigner la philo. Et je trouve ça drôle, en fait, d'être prof par hasard. Ouais, c'est marrant. T'as fait où ton master ? À Lille. Ok. Du coup, à l'opposé de Nice. Ouais, exactement. mais ouais. Est-ce que tu as une citation ou un mantra qui t'accompagne ? Ouais. Et c'est sur mon fond d'écran. En gros, anecdote, j'ai un fond d'écran donc sur mon ordi. Alors j'ai 10 000 écrans, donc où tu vois la mer. Donc ça, c'était un peu la visualisation de la vie que je voulais. Bon, super, j'ai maintenant des deux côtés. et j'ai intégré cette citation que j'ai foutue dans la photo, qui est une citation de Johanna Wiebe de Copy Hackers, qui est un peu la queen des copywriters, on va pas se mentir, c'est elle la best, et qui dit do something, donc fais quelque chose, double down on it, donc fais quelque chose et fais-le encore, on va dire, and then do,
Alors attends, je le récupère. And then do the next thing. Donc en gros, fais quelque chose, fais-le à fond, fais-le bien, refais-le, et ensuite fais autre chose. Ok, ouais. Non, je trouve que c'est un bon mantra. Ce qui permet de persévérer encore dans le fait de justement faire un truc et pas juste dire ça marche pas, j'arrête. Ouais. Non, c'est cool. On arrive à. Bon, non, en fait, c'est pas qu'on arrive à la fin, c'est que c'est la fin de cette émission. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter. C'est quoi, toi, ton mantra? Mon mantra, j'en ai 2, que j'ai même tatoué sur mes bras. Le premier, c'est une citation du philosophe Spinoza, qui dit ni rire, ni haïr, ni pleurer, mais comprendre. Vraiment pour une démarche de non-jugement, mais ensuite de comprendre pourquoi les gens ils font ce qu'ils font. Et une autre, c'est mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain, qui alors ça m'empêche pas de manger de la pizza, boire des coups, mais c'est l'idée de cultiver autant son esprit que son corps. Avoir un corps puissant, on va dire robuste, et un esprit robuste qui crée l'alliance des deux, justement pour faire face à une éventuelle souffrance dans la vie, qui, en tous les cas, la vie n'est pas souffrance, mais elle en contient, et il faut être prêt à ne pas être prêt. Ça me parle beaucoup, stylé. C'est plus ça, pour durer sur le long terme. Je te remercie encore d'avoir accepté cette invitation, c'était trop cool. J'espère que tu as passé aussi un bon moment. De ouf. En vrai, tu pouvais me lancer sur 1 heure de plus. Franchement, passionnant. Conversation passionnante. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. On pourrait parler encore des heures et des heures. Il faudrait que je trouve d'autres questions et j'en ai plein. mais si une autre fois, tu as envie de revenir dans cette émission sur un autre sujet ou quoi que ce soit, avec plaisir. Avec plaisir. Avec grand plaisir, ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver, les gens qui voudraient en savoir plus sur toi? Alors, soit ils peuvent aller découvrir la fameuse headline Convertissez comme le Christ sur copyrockstars.com, COPYROCKSTARS.com. Ça, c'est le site de Copy Rockstars. Là, il y a mes emails que j'envoie 1 à 3 emails par semaine. Et en gros, c'est à cet endroit que je maintiens le plus la relation avec une audience. Et sinon, on pourrait aller dire LinkedIn, mais waouh, je commence à en avoir bien marre de LinkedIn. Et si vraiment tu veux suivre ce qui se passe entre du comté, de la mer et je sais pas trop quoi, ça se passe plus sur Instagram, Copy Rockstars. COPYROCKSTARS. Vraiment, Instagram et copyrockstars.com. Ok, je mettrai tout ça dans la description du coup. Trop bien. Écoute, à bientôt. À bientôt, merci beaucoup, vraiment, j'ai passé un super moment. Partage. Salut. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir par un commentaire ou une note sur votre appli de podcast préféré. Pour recevoir des conseils quotidiens pour changer de vie et même discuter directement avec moi, retrouvez-moi sur Instagram @SimonDelannoy. Et pour découvrir l'univers de mon invité, cliquez sur le lien en description. À bientôt.